Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue à ma présentation FileMaker et intelligence artificielle. J'ai amené un petit assistant, mon petit robot bébé là à côté, qui va m'aider un peu plus tard dans la session. Petite question d'abord, qui a suivi la formation hier sur les API? Oh, wow, magnifique, d'accord. Alors vous allez tout comprendre ce que je vais vous dire, c'est parfait. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, pardon, en fait, c'est un API qui vit dans le cloud, sur Internet. Mais moi, je parle toujours de robots. Alors, si je parle de robots, je ne vais pas dire des machines physiques, mais je parle des API dans le cloud. Et maintenant, vous êtes tous des experts des API, ok? Est-ce que vous avez une idée pourquoi utiliser les API déjà? Non? Oui, quand même. Très bien. Ok. Qui a déjà expérimenté un peu avec les API? Qui a déjà fait une intégration? Pas trop, quand même. Tiens, ok. D'accord. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, une intégration spectaculaire d'une API avec FileMaker. Je m'appelle Joris Aerts, je suis belge, flamand en fait, j'habite à Anvers. Je suis actif avec FileMaker de façon professionnelle depuis la version 3 en 96. J'ai enseigné en FileMaker entre autres et en Access et Visual Basic et tout ça. J'ai commencé la société ClickWorks en 2005 avec mon frère, que vous voyez là. Nous sommes un partenaire Platinum basé alors à Anvers, en Belgique, et nous avons une superbe équipe de 9 personnes développeurs FileMaker. Alors Lucas est avec moi aujourd'hui, c'est la première conférence qu'il attend. J'espère qu'il veut revenir encore. Voilà notre équipe. Et puis je suis certifié dans la version 7 jusqu'à 16, alors 10 certificats sur une ligne. Et comme vous savez, alors, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Pour éviter toutes les autres questions, bon, j'ai 44 ans maintenant. Et comme vous avez chanté, pour moi, c'était très chouette. J'ai amené un petit cadeau. Alors, j'ai amené des chocolats belges. Bon, j'ai 2 boîtes pour vous. Je vais les mettre tout à l'heure à côté de la pause café. Et j'ai encore une petite boîte pour Egbert. Il est dans la salle, voilà. C'est un cadeau pour lui, ok? Vous pouvez essayer de lui demander d'en donner un, mais okay. Vous n'avez pas beaucoup de chance. D'accord. Alors, on est parti? Ah oui, si je fais pas de FileMaker, je suis un grand amateur de voile dériveur. J'aime bien faire des régattas en dériveur chaque semaine. Et je suis un chauffeur enthousiaste d'un véhicule électrique depuis 2 ans maintenant. Alors j'aime bien en partager mes expériences. Okay? Alors d'abord l'histoire. Intelligence artificielle, d'où ça vient? Nous avons un projet chez un client qui a une agence de casting. Alors il est tout le temps à la recherche de modèles de photos pour des campagnes publicitaires. Oui. Alors parfois ce sont des questions très spécifiques. Il cherche des femmes, par exemple, avec de belles mains, ou avec des beaux pieds, ou avec des taches de rousseur, c'est juste, des taches, ou avec des cheveux courts, cheveux longs. Ils cherchent des hommes avec des barbes, des gens avec des tatous et tout ça. Alors on avait créé une database, c'est déjà vieux, c'est là de 2012, avec certaines rubriques fixes, comme couleur des yeux, couleur des cheveux, etc. Et puis après, on avait ajouté un système de mots-clés, ou de tags, comme on l'appelle, qui lui permet de créer son propre catalogue de mots-clés et encore d'ajouter des mots-clés comme il veut. Okay? Et on était dans une réunion, on parlait des mots-clés, comme c'était quand même dur de maintenir et de garder une uniformité dans le système des mots-clés. Et alors je rigole avec lui et je dis à la fin de la réunion, oui, attends encore 2-3 ans et il y a un robot quelque part qui va faire ce travail d'encodage des mots-clés pour toi. Et bon, il sort et je me gratte la tête et quand même j'ai cherché sur Google. Et immédiatement, j'ai trouvé quelque chose qui était exactement ça. Alors, un robot existant qui peut reconnaître une image. Et en plus, j'ai découvert qu'avec FileMaker 16, ça devient très facile d'intégrer ce genre de puissance avec votre solution FileMaker. Et c'est ça ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. OK? Alors, j'ai préparé une petite démo et vous pouvez télécharger ce fichier, il est gratuit, il est sur Internet, je vais vous montrer après.
Alors littéralement en quelques heures, j'ai créé une solution FileMaker que vous voyez à gauche, et c'est vraiment FileMaker, ça c'est la barre d'outils, hein, parce qu'avec la 16, on n'est jamais sûr hein, si c'est FileMaker ou autre chose. Ok, ça c'est une solution FileMaker contenant des images, des photos. Voilà. Et alors chaque image porte un certain nombre de mots-clés, comme vous voyez. Hein, ce sont les tags dont on avait parlé. D'accord? Et alors j'avais fait cette intégration et je me souviens très bien la première photo que j'ai essayée avec mon robot, c'était... non, pas celui-ci, mais celle-là. En fait, ça c'est ma fille, elle s'appelle Marie, elle a 9 ans. Et sa façon favorite d'ennuyer son père, hein, quand il veut faire des photos, c'est de faire une imitation d'un lapin mort. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle fait ça tout le temps quand j'essaie de prendre des photos d'elle. Alors j'ai pris cette photo comme premier exemple, comme premier test pour mon intelligence artificielle, et regardez ce qui se passe. Alors j'ai ici un petit bouton, un container FileMaker Pro, et je peux glisser cette image sur le conteneur. Tout dépend d'une bonne connexion Internet maintenant. Alors, le temps d'attente, c'est le temps pour télécharger l'image vers le web. Et je suis sur 3G sur mon GSM là. Alors, ça prend un peu plus de temps que normal. Désolé, mais quand même. Merci. Moi aussi, j'étais stupéfié parce que, regardez, est-ce que vous pouvez tous se voir? Non? Il n'y a pas de lapin. Oui, voilà, quand même. Il a trouvé qu'il y a un enfant sur la photo. Et c'est dans l'ordre de, comment dire, de probabilité. Alors, les derniers vont être peut-être les moins bons. Mais il y a un enfant, child. Oui, c'est en anglais pour le moment. Mais bon. Hein. Oui, des personnes. Une personne, hein, une fille, outdoors, hein, en dehors. Elle est blonde. C'est une photo portrait. Bah, ça on peut discuter. Woman, là aussi, on peut discuter. Mais il a quand même reconnu qu'il y a une expression de happiness, hein, de joie. Sur cette image, et il a aussi reconnu que ça a été pris dans la nature, oui, mais pas simplement dans la nature, mais aussi dans un parc, une pièce de nature aménagée. Et vraiment, on était là dans un parc, on est sur un banc ou quelque chose, dans un parc. J'étais stupéfié. C'était mon premier essai, et paf, il revient avec ça. Ok? Je vais vous montrer encore quelques autres exemples. Olivier, non. Il est dans la salle, Olivier? Il dit oui. Olivier, est-ce que j'ai permission? Je dois le dire, mon robot, il est plutôt flatteur. Ok? Alors, faut pas avoir peur. Ok, allons-y. Oui. Non, c'est à cause de la connexion lente, je vais vous montrer tout à l'heure, mais... Ah, voilà. Pas de commentaire, ok? Et revenant à mon exemple de l'agence de casting, alors j'ai fait des tests par exemple avec une fille. Oui, c'est dur parfois. Et voilà, il reconnaît quand même qu'il y a une femme en lingerie plutôt belle, etc., etc. Alors on a considéré ça comme solution pour cette agence. Ah oui, ça ne fonctionne non seulement sur mon Mac ou sur PC, mais comme c'est FileMaker, ça fonctionne tout de suite aussi hein, sur iPhone avec FileMaker. Alors j'ai mon écran, si tout se passe bien, oui, j'ai mon écran iPhone ici. Et sur iPhone, c'est très intéressant parce que je peux prendre des photos. Est-ce que j'ai la permission de prendre des photos de vous? Oui? Oui, sûr?
Ok, vous pouvez quitter la salle. Allez, souriez, souriez. Oui. Voilà. Là, on attend aussi le transfert d'image par 3G. Voilà. Alors ici, c'est la photo. Oui, c'est bien réussi quand même. Je ne sais pas pourquoi il y a soccer. Qui regarde le football pour l'instant? Ah, voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, même si les résultats n'est parfois pas très exactement ce qu'il faut, j'ai le luxe maintenant de pouvoir éliminer ce qui n'est pas très correct au lieu de taper et d'encoder les mots-clés moi-même. C'est un luxe. Alors ici aussi sur cette photo, Ed Olivier par exemple, je pourrais éventuellement enlever certains mots-clés qui sont plutôt pas corrects. D'accord? Et aussi, en plus, comme je reçois les données presque gratuitement, et je ne dois plus faire l'effort d'encoder moi-même, j'en obtiens beaucoup plus, et ça me permet aussi d'explorer ma base de données de façon que je ne pouvais pas avant. Alors, comme exemple, ici par exemple, j'ai alors combien de photos est-ce que j'ai d'enfants? J'ai 7 photos d'enfants. Ok, je clique là-dessus, voilà, les photos d'enfants. Combien de photos avec happiness, joie? 5 photos. Voilà. Alors, comme je reçois toutes ces nuances, 4 photos dans la nature, je peux commencer à explorer mes données de façon que je ne pouvais pas avant. Parce que si moi je dois encoder les mots-clés à la main, je me limite à 2, 3 mots-clés peut-être. Et là, j'en reçois 15 ou 20 par défaut. Alors, ça va changer la façon comme on développe des solutions en FileMaker. Je suis convaincu. D'accord? Oui. Question? Oui, oui, je peux encore faire plein d'exemples, mais je vais quand même continuer parce que mon temps est limité. Il est possible de demander aussi des résultats en français au lieu d'en anglais et alors de spécifier le nombre de résultats que vous voulez obtenir. Parce que la précision dégrade avec le nombre de résultats. Alors 15, c'était pour moi un bon moyen. Alors si j'essaie en français, ah oui, je peux essayer Dominique pour terminer. Oui, désolé. Voilà. Alors, le robot, il est multilingue. Vous pouvez demander des résultats en plusieurs langues. Alors ici, en français. Oui. Alors ça pour la démonstration. Maintenant, je voudrais expliquer étape par étape comment je l'ai fait, comment j'ai intégré ça à FileMaker. Comme c'est facile. Tout d'abord, j'ai eu la chance de trouver tout de suite un très bon API, l'API de Clarify.com. Alors c'est un site web et il est très bien documenté. Qu'est-ce que c'est Clarify? C'est pas Google, c'est pas Microsoft, c'est une toute nouvelle société fondée en 2013 par un WizKid qui s'appelle Matthew Zeiler. Et apparemment, il est super intelligent et Microsoft, ils ont essayé de l'engager, Google, ils ont voulu l'engager, mais il a choisi d'établir sa propre boîte, sa propre société, Clarify.com, avec la mission to bring artificial intelligence to the masses. Alors, rendre accessible l'intelligence artificielle à tout le monde. Et à mon opinion, ils ont bien réussi à ça. Parce que si même moi j'arrive à intégrer ça à FileMaker, tout le monde peut le faire. Ok, alors je voudrais explorer un petit peu leur site web. Ça, c'est le site web de clarify.com. Et tout de suite de leur page d'accueil, c'est clair, voilà, il y a une image, et ici alors les mots-clés retrouvés sur cette image. Ils peuvent aussi faire de la reconnaissance des couleurs sur une image, et ils expliquent un peu ce qui est encore possible.
Hein. À gauche, hein, c'est ce que moi j'ai utilisé, mais c'est juste une partie. À droite, vous voyez que vous avez la possibilité aussi d'entraîner votre propre petit robot. Alors, on peut créer des modèles à partir de ça. Okay. Ils ont pas mal de success stories hein, sur leur site web d'histoire hein, où la reconnaissance visuelle est déjà utilisée, par exemple dans le secteur de médical, etc. On peut faire des recherches par similarité. Hein. J'envoie une image et je reçois une série d'autres images qui sont similaires. Et ils font le plus de revenus, je crois, avec cette option de filtrer. Parce que, par exemple, Facebook et YouTube refusent des images avec nudité, hein, avec des images, des photos nues. D'accord? Ils filtrent ça. Il n'y a pas des êtres humains qui font le filtre, ils utilisent des intelligences artificielles. Et pour 10 000 photos à la fois. Ok? Alors, c'est ça leur business model. Combien ça coûte? Right, si. C'est gratuit jusqu'à 10 000 images. Pas mal quand même. Et après, ça coûte un petit peu pour les 5 000 suivants. Et ça commence à vraiment coûter si vous voulez créer votre propre robot et l'entraîner. Parce que vous recevez 10 mots-clés gratuitement. Et après, pour chaque concept que vous voulez apprendre à votre robot, vous allez payer. Ça, c'est leur business model. Un peu plus sur les différents types de robots, ou les modèles, comme eux ils l'appellent. Ils ont des modèles pré-entraînés pour, par exemple, reconnaître des vêtements, reconnaître des celebrities, personnes célèbres, plutôt des personnes américaines, je dois dire. J'ai fait quelques tests. Pour reconnaître des couleurs. Ils ont même un food model. Oui, désolé, l'image ne vient pas très bien, mais vous pouvez prendre une photo de votre plat. Il va vous dire quels sont les ingrédients dans le plat. Et comme ça, vous pouvez faire avec plaisir à la maison et copier ça. Le modèle que moi j'ai utilisé, c'est le modèle générique. Il reconnaît tout, hein, mais il n'est pas vraiment spécialisé dans un certain domaine. Et un autre modèle, c'est un modèle qui est spécialisé dans les degrés de nudité, hein, justement pour filtrer certaines photos, certaines vidéos de certaines photos. D'accord? Alors, cette puissance maintenant devient disponible à nous, hein, petits développeurs FileMaker. Voilà leur site web. Maintenant, je voudrais vous montrer la documentation. La documentation est excellente. Docs. Voilà, ça y est. Et je vous invite à visiter tout de suite le guide, parce qu'il y a un quick start, hein, mais le guide m'a vraiment aidé à intégrer cela à FileMaker. Voilà. Getting started. Alors ça, c'est l'idée. Hein. Nous allons fournir des images, input. Ils vont être reconnus par un engin, hein, un robot. Hein. Ici, l'exemple avec le foot model. Et alors, cette intelligence va revenir avec plusieurs concepts et avec un chiffre de probabilité. Ça, c'est la valeur que vous voyez là. Ah, ce sont les prédictions. OK, ça, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un API client, hein, un programme qui communique avec l'API. Et il y a différentes possibilités. JavaScript, Python, Java, Objective-C et Curl. Et Curl, c'est intéressant. Yes. Parce que ça, on peut intégrer à FileMaker. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut une authentification. On ne peut pas utiliser cette API de façon anonyme. Il faut se registrer et obtenir une clé API hein, qu'on doit envoyer avec chaque requête vers ce robot. Et pour créer une clé API, c'est très facile. Vous vous registrez sur leur site Sign Up. Et ils ne demandent pas de compte bancaire, quelque chose. Ils demandent juste votre nom, adresse email et un mot de passe. Et vous devez prouver que vous n'êtes pas un robot. I'm not a robot. Right? Alors, la registration, c'est très simple. C'est pas payant du tout. Moi, j'ai créé un compte. Je vais faire un login. Et après, voilà, vous avez la possibilité de créer plusieurs, ce qu'ils appellent applications. En fait, ce sont plusieurs collections de clés API. C'est pas très important pour ce discours-là. Le plus important, c'est que vous pouvez créer une ou plusieurs clés API. Et c'est ça ce qui compte. Voilà, cette clé-là.
Ça, c'est notre mot de passe pour pouvoir utiliser le service. Alors, je copie ça. Et dans ma solution FileMaker, dans les paramètres, je dois le coller ici, dans la rubrique API. Alors, si vous téléchargez l'exemple, n'oubliez pas de vous enregistrer chez Clarify et de coller votre clé API là-dedans. Parce que dans mon exemple, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Ne prenez pas de photo de ça, ça c'est ma clé. Je sais pas. Ok. Alors ça c'est le début. Nous avons une clé API. De retour dans les docs. Nous avons une clé API et nous devons alors la présenter. Désolé. Voilà. Nous devons la présenter dans notre requête. Et ça se passe par cœur. Alors nous allons utiliser insérer de URL dans notre script FileMaker. Et il faut un petit sac à dos avec l'entête. Et cette entête va contenir notre clé API. Ok? Et ça, vous voyez là dans les deux premières lignes, vous voyez H de header, entête. Your API qui, alors là, vous devez coller alors votre clé API. La deuxième ligne, c'est une ligne fixe qui indique que le contenu des données qu'on va envoyer sont des données en format JSON. JavaScript Object Notation, c'est le nouveau XML, quoi. Il y a 5-6 ans, c'était tout XML. Maintenant, JSON devient de facto le nouveau standard pour échange de données. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus compact qu'XML, alors c'est bien. JSON devient important, ok? Alors, vous avez eu la bonne idée de suivre la formation hier sur JSON. Alors, nous devons envoyer JSON. Qu'est-ce que nous devons envoyer pour obtenir des prédictions? Nous devons envoyer une image, soit un lien vers une image qui est déjà sur Internet, soit on doit télécharger l'image. Et ce qui est un peu spécial là, c'est on doit l'enlever on doit l'envoyer pas en format binaire, mais en format texte. Alors, on utilise la fonction base64 encoding, encodage base 64. Mais ça aussi, nous avons en FileMaker. Nous avons une fonction pour encoder en base 64. Alors, c'est juste un moyen de convertir un format binaire en un format texte pour après l'envoyer dans cette enveloppe JSON vers notre. C'est exactement ce que nous allons faire. Pas plus difficile que ça. Et vous voyez, je peux faire du copy-paste directement de leur site web. Je ne dois même pas taper tout ça, je fais copy-paste. OK? Puis, si tout va bien, on va obtenir une réponse de notre robot. Ça, c'est aussi du JSON. Vous voyez les accolades indiquant que c'est un seul caractère JSON. Et là, il y a pas mal d'informations dedans. Alors, pour explorer ça un petit peu, je vais vite copier tout ce morceau de texte. Copier. Let me Google that for you, JSON viewer. Voilà, je vais coller alors le code que j'ai copié de l'exemple. Et le viewer me permet de l'explorer de façon structurée. Alors, je reçois une enveloppe avec 2 branches dedans, un peu d'informations concernant le status. Très clair. Si je reçois code 10 000, c'est OK. Je ne sais pas pourquoi c'est 10 000, mais 10 000 veut dire OK. Alors ça, je peux déjà vérifier dans mes script files. Et puis, je reçois autre output. Et les parenthèses verticales indiquent que c'est une liste qui va nous fournir. Mais ici, c'est une liste un peu spéciale avec un seul élément dedans. Et comme vous savez, maintenant, JSON est zero-based. Ça veut dire le premier élément dans une chaîne JSON, c'est toujours 0, c'est pas 1. Attention, si vous faites des boucles en FileMaker. Alors, le premier élément là-dedans, voilà, ça c'est tous les résultats qu'il nous présente. Il nous présente, entre autres, ce que nous avons fourni comme données. Notre image. Oh, regardez. Ça, c'est quelque chose que je dois quand même vous dire. Si vous envoyez des images à ce robot-là, ils sont stockés temporairement sur un volume S3 chez Amazon. Probablement aux États-Unis. Et avec toutes les nouvelles lois, GDPR, pour protéger la privacy, les données personnelles, vous devez quand même faire attention. Alors, je vous préviens. J'ai contacté Clarify, quand est-ce que vous allez éventuellement éliminer ces images? Et ils m'ont répondu assez rapidement. Ils ont répondu, oui, we will purge them over time. Alors on va les éliminer après un certain temps.
Et à mon expérience, les images que j'ai envoyées au mois de mai, ils sont toujours là, disponibles. Okay. Pas en plein public, hein, avec une clé unique, je crois. Et dans leur usage agreement, hein, dans leur contrat, ils disent qu'ils vont jamais utiliser vos images hein, pour d'autres buts que hein, pour la reconnaissance d'images. Mais bon, je vous préviens quand même, hein, vous envoyez les photos sur Internet. Ok, maintenant le plus important, ce que nous cherchons, c'est ça, la liste des différents mots-clés, les concepts. Alors c'est une liste, hein, le 0 c'est le premier, et alors je reçois ici les différents noms des mots-clés art, no person, blur, etc., avec une valeur et la probabilité. Et c'est un ordre décroissant, alors le premier c'est toujours le plus sûr. D'accord? Ok, pour résumer ça un petit peu, étape par étape, nous devons obtenir d'abord une clé API, envoyer notre image, et puis gérer la réponse JSON que je viens de vous montrer. Obtenir la clé API et créer un compte chez Clarify, créer une clé API, et éventuellement définir les privilèges d'accès, mais ça je n'ai pas montré, c'est pas si important pour cette session. Et puis inclure la API key dans la section en tête de chaque requête que vous faites envers ce robot. Voilà, ça c'est le morceau de code qu'il nous faut. Et c'est là que nous devons alors mettre notre clé API. Oui, pour envoyer l'image, on a deux choix. Soit on envoie un lien vers une image déjà sur Internet, soit on va encoder une image en format base 64. Et cette image doit être inclue dans ce morceau de code JSON. On peut faire copier-coller de ce code et juste remplacer ce morceau-là. Puis pour gérer la réponse, il nous faut les nouvelles fonctions JSON de FileMaker 16. On a besoin de deux fonctions, JSON list keys pour obtenir la liste des réponses. Et puis on peut parcourir ça par un boucle. Et avec JSON get element, on peut extraire chaque élément individuel de la liste. Alors un exemple, voilà. Pour obtenir par exemple l'information concernant le statut de la réponse, j'utilise JSON get element avec les deux libellés status.code. C'est comme un chemin en fait. Au lieu d'avoir des barres, on a des points. Pas difficile. Puis pour obtenir la liste des éléments, la réponse, ou pour obtenir par exemple la première réponse, le premier mot-clé, c'est JSON get element. Puis on avait cette branche outputs avec une seule entrée là-dedans. Puis data, concept, et puis pour obtenir le nom, name. Et concept 0 veut dire prenez le premier élément. D'accord? Ça, c'est la même représentation de façon schématique de mon fichier JSON. Comment je l'ai fait en FileMaker? J'ai créé une série de petits mini-scripts qui s'occupent chacun d'une seule tâche. Alors j'ai deux points d'entrée. Soit je peux glisser une photo dans mon FileMaker sur mon Mac ou sur mon Windows, ou je peux prendre une photo avec iOS. Alors j'ai deux points d'entrée. Et puis j'ai une série de scripts pour vérifier la connexion Internet, pour encoder l'image, pour envoyer à l'API, ça sera le plus important, pour vérifier la réponse, et puis après pour créer les fiches dans FileMaker, pour créer les mots-clés et attribuer les mots-clés à la photo en FileMaker. Okay? Je voudrais expliquer étape par étape les différents scripts. Alors tout d'abord, faire glisser l'image sur le conteneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclencheur de script derrière qui se lance tout de suite après ce que vous avez envoyé l'image, et lance un script. Je ne vais pas aller trop en détail. Oui, ça c'est la façon de documenter les scripts chez nous, chez Clickworks. Et la première chose qu'on fait dans ligne 8, c'est vérifier s'il y a une connexion à Internet. Et pour cela, j'ai un autre script que j'appelle. Comme ça, je peux l'appeler de différents endroits. C'est un script générique, gen, check Internet connection. Et nous avons l'habitude d'inclure le résultat d'un script dans le nom. Ça, comme développeur, c'est clair. Si j'appelle ce script, je vais recevoir un booléen, vrai ou faux, true ou. Alors, si j'ai pas de connexion à Internet, j'arrête déjà.
Puis je vais vérifier est-ce qu'il y a quelque chose dans mon conteneur, sinon j'arrête aussi. Hein. Et après, je m'occupe de créer un nouveau enregistrement, ligne 21. Et j'essaye de sauvegarder l'image dans ma database avec image. Si là, il y a une erreur, j'arrête aussi. D'accord? Et à la fin du script, hein, si j'ai bien copié l'image du global vers ma table image, pictures, je vais l'envoyer au script prochain qui va s'occuper de l'encodage. D'accord? Et avant de faire ça, je le mets d'abord dans une variable. Oui, c'est mon style de développement. Hein, je mets d'abord tout en variable. C'est plus facile pour le débogage après. Et puis après, j'utilise cette variable au lieu de faire trop dans une seule ligne de script. Mais bon, c'est ma façon de développer. Saviez-vous que vous pouvez mettre le contenu d'un conteneur dans un variable et alors d'envoyer un conteneur vers un autre script? Quand même très puissant. Alors c'est ce que je fais ici. J'envoie tout simplement le conteneur vers le script. D'accord. Deuxième point d'entrée, c'était la caméra de mon iPhone. Alors rien de spécial, je fais exactement la même chose, ligne 9, vérifier une connexion Internet, sinon ça ne marche pas. Parce que mon robot ne vit pas sur ma machine, hein, il vit sur Internet. Hein, d'accord. La seule chose particulière ici, c'est ligne 32, ligne 34, insérée depuis appareil, hein, pour obtenir une photo de FileMaker Go. Et puis à la fin, la même chose, j'envoie l'image reçue vers le script suivant. Process image. Comment est-ce que je vérifie la connexion Internet? Qu'est-ce que je fais pour savoir si j'ai une connexion Internet? Oui ou non? C'est une idée que j'ai empruntée de Evan Whitbix. Daniel Clark, je ne suis pas sûr de son nom, Evan Whitbix, mais bon, c'était quelque part sur un forum FileMaker. Alors, ce que je fais dans ligne 10, c'est insérer depuis URL et j'essaye de visiter les sites web de Google. Okay? Mais si je le fais comme ça, je dois attendre 60 secondes avant FileMaker découvre que, tiens, il n'y a pas de connexion Internet. Je n'ai pas envie d'attendre 60 secondes. Alors, j'utilise les options curl, encore une fois, pour inclure un header, un nom en tête spécifiant que le timeout doit être 2 secondes. J'attends 2 secondes pour la connexion, et si j'ai une connexion, j'attends encore 3 secondes au maximum pour le résultat. Si dans ces 5 secondes-là, je n'ai pas de résultat, j'arrête. Pour limiter le temps, hein, le temps d'attente de l'utilisateur. Alors, petite astuce de Evan Whitbix. Notez aussi que je n'utilise pas définir variable dans la ligne 9, mais insérer texte. C'est une nouvelle option de FileMaker 16. On peut maintenant utiliser littéralement le presse-papier pour insérer du texte fixe dans une variable. C'est nouveau. Et plus tard, ça va devenir très 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 intéressant parce que JSON ne contient que des petits guillemets et les guillemets et les calculs FileMaker 1 ne sont pas de bons amis. Alors avec insérer texte, ça devient beaucoup plus facile. Vous pouvez littéralement copier. Je vais vous montrer après. Ici, c'est pas si important, mais j'ai juste copié-collé un morceau de code dedans. J'ai pas besoin de mettre des guillemets autour. Voilà. Et puis insérer depuis URL avec cette option en bas, définir option curl. Déjà, un exemple d'un en-tête avec une requête. Encoder l'image. Ça, c'est le script pick process image. Tout d'abord, je vérifie si j'ai bien reçu le paramètre, hein, si j'ai bien reçu une image, sinon j'arrête. Et puis dans la ligne 12, je fais l'encodage de l'image en format texte utilisant la fonction base64encode. Et avant FileMaker 16, on avait juste la fonction base64encode, mais ce qui était un peu ennuyant avec cette fonction, c'est qu'il mettait un retour à la ligne après tous les 70 caractères. Alors j'ai beaucoup trop de texte. Avec FileMaker 16, il y a une nouvelle fonction, base64encode RFC, qui me permet de spécifier le type d'encodage. Et le type 3548, là, veut dire ne pas mettre de fin de ligne, pour obtenir une chaîne de caractères le plus compacte possible. D'accord? Nouvelle fonction FileMaker 16, base64encode RFC. Enfin, mon image est encodée. Je vais l'envoyer dans ligne 16, je vais l'envoyer au script le plus important, hein, API getPrediction. Okay?
Alors j'envoie cette chaîne de caractères, image base64, et il va me retourner toute cette chaîne de caractères en JSON. Je peux après intégrer dans ma base. Alors je l'envoie. Je vérifie si j'ai une erreur dans ligne 21. Et l'erreur 1627, c'est l'erreur que vous recevrez quand vous avez oublié de mettre votre clé API dans les paramètres de la solution. C'est une erreur d'authentication. D'accord? Toutes les autres erreurs, bon, j'arrête. Et la fin de ce script, c'est si la réponse est bien valide, je l'envoie au dernier script qui va s'occuper de la création des fiches avec les libellés en FileMaker, les liens. D'accord? Alors il y a encore deux scripts à étudier. Envoyer à l'API. Ça c'est alors le script qui reçoit l'image encodée en base 64, en format base 64, et qui va alors essayer de l'envoyer au robot. Petit rafraîchissement, souvenez-vous de la page Help, de la page Aide de Clarify. Alors, encoder l'image, il faut l'inclure dans une chaîne caractère JSON. Ici. OK. Alors, mon script, un petit peu de documentation, oui. Vous voyez l'historique. Avant, c'était plus compliqué. Avant, je devais envoyer une clé API. Je recevais un token. Et puis, je devais envoyer le token avec chaque requête. Il y a certains API qui fonctionnent comme ça. Maintenant, Clarify, ils ont simplifié leur façon d'authentification et je peux juste envoyer la clé API. Alors, c'est devenu plus simple. Et j'ai adapté alors mon exemple. Et comme je suis un bon développeur, il est documenté ça. Je suis comme ça. D'accord. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vérifie, pardon. Je vérifie si je reçois un paramètre, sinon j'arrête. Bon, il y a plein de gestion d'erreurs dans mes scripts. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'habitude. D'accord, ok. Ici, ça c'est le morceau de code le plus important pour cet après-midi, enfin pour cette session. Dans la ligne 31, définir variable URL. Ça c'est le lien que je vais visiter chez Clarify. En fait, vous utilisez juste insérer à partir d'URL avec cette URL. Cette URL fait référence à un modèle spécifique chez Clarify. Dans mon cas, le modèle générique. Ok? Et je l'ai mis directement dans mon script. Je l'aurais pu inclure dans les settings, dans les paramètres aussi, quelque part, mais bon. Pour l'exemple, je l'ai mis directement dans mon script. Alors, le code très long que vous voyez là, c'est juste une référence vers le modèle standard, le modèle générique. OK? Et puis, je dois créer le petit sac à dos, l'information supplémentaire pour laquelle j'ai besoin de curl pour l'envoyer avec cette URL. D'accord? Et je le fais en deux étapes. Je commence par l'encodage de l'image. Je vais définir une variable data, post data, data que je veux envoyer, post data. Et j'ai documenté plusieurs façons de le faire, et j'ai mis ça en commentaire. L'ancienne façon, avant FileMaker 16, de créer une chaîne de caractères comme ça, était de utiliser définir variable. OK? Alors ça, c'est l'ancienne façon. Définir variable. Alors, je dois mettre des guillemets au début et à la fin de ma chaîne de caractères. Et puis, tout ce qui est entre ces deux guillemets, s'il y a encore des guillemets, je dois les échapper en utilisant des barres partout. Et avec JSON, c'est pas très... bon, c'est très embêtant parce qu'il faut mettre plein de barres. JSON contient des guillemets. J'aurais pu remplacer éventuellement les double quotes, les guillemets, par des single quotes, je ne sais pas comment ça s'appelle, les colonnes. Des apostrophes, merci. Ou je peux inclure des barres là. Mais en tout cas, je dois changer. Je ne peux pas simplement copier-coller du site web de Clarify. J'aime pas. Avec FileMaker 16, ça devient beaucoup plus facile. J'utilise insérer texte. Comme cible, j'utilise ma variable. Et je peux simplement copier-coller le code de Clarify. Et je m'en fous des guillemets. Je trouve ça plus pratique. Et qu'est-ce que j'ai fait? À la place là où je dois alors mettre mon image et mettre mes paramètres, j'ai mis des espaces réservés, des placeholders. Alors là, c'est quelque chose que j'ai inventé moi-même, image base64 et max concepts et language. Ça, je l'ai mis là pour pouvoir après plus facilement les remplacer. D'accord? Alors là, c'est le petit désavantage. J'ai besoin d'une ligne de script supplémentaire
pour remplacer ces placeholders par mes variables. Et c'est ce qui se passe dans la ligne 43. J'utilise d'abord insérer texte et puis tout de suite après la fonction substituer pour substituer les placeholders, les espaces réservés par mes variables, mon image et mes paramètres. D'accord? Alors je fais en 2 étapes. Et ça me permet de copier-coller le code directement du help de chez Clarify. C'était un grand aide. Pour les puristes, il y a une troisième façon de faire la même chose. J'aurais aussi pu utiliser insérer texte avec le code JSON à gauche. Au lieu de mettre des espaces réservés, j'aurais pu mettre des guillemets vides et puis utiliser dans l'étape suivante la fonction JSON setElement pour bien préciser où je vais insérer mes variables. JSON setElement. Mais là, je dois connaître le chemin de chaque élément. C'est pour les puristes. D'accord? Alors, il y a 3 façons de faire la même chose, et moi, je préfère la deuxième. Dans la fenêtre de débogage, si je lance mon script, ça c'est le résultat, la première partie de mon code. Alors ici, j'ai un exemple avec une vraie image. Alors là, vous voyez alors mon JSON avec l'image encodée en format base 64. Et puis à la fin, les 2 autres paramètres max concept. Alors maximum nombre de résultats ici, c'est 20, et la langue anglais ou français, ou comme vous voulez. Ça va jusqu'ici? Les chaises sont trop confortables, non? D'accord. Encore 15 minutes. Puis, c'était seulement la première partie, l'encodage de mon image et l'enveloppe JSON. Puis, je dois créer l'entête qui inclut les deux, la clé API et puis mon image. Alors, j'utilise à nouveau insérer texte pour remplir une variable que je l'ai appelée URL header. J'ai copié-collé le code d'exemple de chez Clarify et j'utilise aussi un placeholder, un espace réservé, API key que je vais substituer après. La deuxième ligne, c'est texte fixe indiquant que je vais envoyer un paquet de JSON. Et puis la troisième ligne. Est-ce que vous voyez là quelque chose de bizarre? Oui, oui. L'arrobas. Et le dollar. Le dollar postdata, c'est ma variable que j'avais créée tout à l'heure. Vous vous souvenez? Et c'est un peu bizarre que je peux utiliser une variable directement dans un presse-papier. Je ne suis pas dans définir variable, je suis dans insérer texte. Alors j'utilise quand même une variable dans un contexte où je ne peux pas avoir des variables dans un texte. Vous comprenez? C'est un peu spécial. Et ça m'a pris des heures pour trouver. Alors profitez-en. Je vais vous l'expliquer. Non, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est inexplicable, mais je vais quand même vous montrer ce que c'est. J'ai trouvé ça dans l'aide de FileMaker. Option curl prise en charge. Il y a 2 façons d'envoyer le paramètre data, soit directement dans le header, et ça j'ai essayé plusieurs fois, simplement coller le morceau de JSON que j'avais et l'intégrer dans l'header. Ça n'a pas marché avec le site Clarify, avec l'API Clarify. Alors ça dépend probablement de API, entre API et API, ok? Alors FileMaker ils disent, ou vous pouvez utiliser un arrobas avec une variable. Ça j'ai jamais vu. Ils expliquent ça dans une petite note 4. L'accès direct au fichier est remplacé par une variable FileMaker, blablabla. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, l'accès direct au fichier. Je ne veux pas un accès direct au fichier, j'ai encodé mon image, je veux simplement l'inclure. Mais bon, j'ai découvert après des heures que ça ne marche pas. Alors je dois utiliser cette astuce arrobas et puis une référence vers une variable déjà créée. C'est pour ça que je le fais en 2 étapes. Je remplis d'abord la variable avec les données de l'image et puis je l'inclure dans l'entête de ma requête avec cette cible arrobas. Je crois que ça a quelque chose à faire avec la façon d'encodage de FileMaker derrière le rideau, ce qu'il fait avant qu'il envoie ça vers le site. Très élégant, oui. C'est quand même beau, hein? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir eu faire la substitution ici aussi, après, comme les autres? J'ai essayé de substituer directement et ça ne marche pas. Alors, il faut utiliser une variable
et il faut le précéder par un arrobas. C'est ça ce qui m'a pris du temps aussi. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est un truc interne chez FileMaker. Retourner le diapo avant. Oui, ça. Tu peux avoir un global aussi ou un local. C'est ça? Les deux. Je vous préviens, si jamais ça ne fonctionne pas directement avec les données, essayez ça, essayez de créer d'abord une variable et utiliser. D'accord. Alors, la conclusion maintenant, enfin, je vais envoyer ma requête vers le robot. J'utilise insérer depuis URL avec les différentes options. Le cible sera aussi une nouvelle variable que j'ai appelée $JSON. Le résultat, contenant le résultat. Et alors, tout d'abord, je visite l'URL. Alors, c'est ça l'adresse que je vais visiter. Et puis l'information méta, le petit sac à dos, le header, je l'ai fait en 2 étapes. J'ai d'abord créé un $postdata. Et puis avec cet arrobas, je l'ai incorporé dans le $header que je spécifie sous curl options là. C'était le plus compliqué. Il y a encore des gens qui ne se sont pas endormis. Merveilleux. Merci. Vérifier la réponse, bon, c'est logique, je vais voir si j'ai pas reçu d'erreur, et si j'ai bien reçu un morceau JSON, et si tout passe dans la ligne 28, je vais lancer le dernier script, je vais lui envoyer le JSON, allez, voilà, va écrire les fiches FileMaker. D'accord? Gérer la réponse. Pour savoir comment je gère la réponse en FileMaker, vous devez connaître un petit peu ma base de données. C'est une base de données très simple. J'ai une table avec les images à gauche, Pictures. J'ai une image avec les libellés ou les mots-clés à droite que j'ai appelé Tags. Alors, j'ai une table intermédiaire Picture Tags, PicPit. OK? Et alors, de image vers tag, c'est PicPit Tag. Bon. C'est le langage qu'on parle chez nous, chez ClickWorks. OK? Puis les 2 autres tables, c'est pas très important pour cette explication, mais je vous montre quand même. PicPit, ce sont les mots-clés liés à une image, liés à eux-mêmes. Ça me permet de trouver autres images avec le même mot-clé. Je vous montre. Je peux cliquer là. Par exemple, intelligence, c'est un mot-clé, il y a 2 autres images. Ah oui. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai besoin de cette table occurrence PicPit. Alors, mot-clé vers mot-clé. Et pour obtenir les images qui appartiennent à ces mots-clés, bon, c'est la dernière table là, à droite, PicPit. Je sais tout de suite ce que vous voulez dire si vous me parlez comme ça. Ok. Souvenez-vous, petit rafraîchissement, la réponse contient information concernant le status. Voilà, JSON-getElement, status.code, j'avais déjà montré tout à l'heure. Et voilà. Ça, c'est mon script FileMaker. Et j'utilise dans la première ligne, dans ligne 10, JSON-getElement, status.code. Si ce n'est pas 10 000, j'arrête. Ça veut dire que la réponse n'est pas valide. OK? Puis, plus loin, je vais capturer un peu d'informations concernant l'image, surtout le URL, là où il est enregistré chez Amazon. Ça, je veux bien garder aussi dans ma base de données. Et puis, pour terminer, la liste des différentes prédictions et des différentes mots-clés. Et pour ça, il faut alors JSON-getElement avec un long chemin. Dans mon script, dans lignes 16 et 17, je coupe ce grand morceau de JSON en 2 petites parties pour me faciliter la vie un petit peu. Alors, la première partie, c'est l'information concernant l'image. Et je coupe ça, JSON-getElement, outputs.input, ça me donne toute l'information concernant l'input que j'ai envoyé, mon image. Okay. Et puis, j'ai créé une deuxième variable JSON-tags, contenant la liste des mots-clés. Et ce qui est chouette avec JSON, c'est que si on coupe un grand morceau de JSON en petites parties, c'est comme des petites poupées russes. Le résultat, c'est toujours du JSON.
que je peux encore utiliser de façon normale. D'accord? Je peux extraire une partie et travailler avec cela comme c'est du vrai JSON. Parce que ça reste JSON, c'est arborescente. Okay? Alors je coupe ça en deux parties. Puis dans la ligne 19, j'utilise JSON list keys avec des comptes valeurs pour savoir combien de résultats est-ce que j'ai obtenu. Si c'est aucun, j'arrête. Et puis ligne 25, 27, JSON get element, je récupère alors par exemple l'ID et le URL, le lien vers mon image sur le web. Okay? Puis j'ai un boucle pour créer les différentes mots-clés et pour les lier à l'image que je viens d'envoyer. D'accord? J'utilise un portail pour ça. Un portail, c'est correct, un portail? Oui. J'utilise un portail et je fais la création des fiches dans un portail. Okay? Avec cette option, permettre la création d'enregistrements liés. D'accord? Ça a quelques avantages, je vais vous montrer. Alors, je commence un boucle. Ça doit être zero based. Alors, je fais un truc bizarre, définir variable plus 1, et puis je fais moins 1, pour que le premier élément portera le numéro 0. Et alors, mon style de développement, c'est d'abord de récupérer l'information, de le lire dans des variables, et puis après, de l'écrire. Alors ici, je récupère de chaque tag, de chaque mot-clé, je récupère le ID, ligne 62, et le nom. Et la valeur, alors ligne 62, 63, 64, avec JSON get element. Okay? Et dans ligne 60... Oui, dans 64, je fais encore un substituer des points décimales vers des virgules, mais bon, c'est pas assez important. Et 65, je compose aussi une liste de libellés pour utiliser dans la chaîne de caractères que vous avez vue. Mais bon, c'est pas si important, c'est surtout important 62, 63, get element pour récupérer les différentes mots-clés. Et puis plus loin dans mon script, j'ai tous mes variables, maintenant je vais les écrire, je vais les pousser dans les enregistrements de ma base de données. Et je suis dans un portail, alors j'utilise pas un nouveau enregistrement, etc. Non, j'écris simplement les valeurs dans les rubriques. Alors j'utilise définir rubrique. Je vais définir les rubriques dans la table intermédiaire, pic-pit, joindre les mots-clés à l'image. Et j'écris tout de suite aussi dans la table plus loin, pic-pit, tag. Alors en même temps, j'écris des enregistrements dans deux tables différentes. J'écris les mots-clés dans mon catalogue de mots-clés et je les joins tout de suite à mon image dans la table intermédiaire. Si ce mot-clé est déjà dans ma table de mots-clés, il ne va plus l'ajouter. FileMaker est assez intelligent de ne pas ajouter deux fois. Il va juste ajouter le lien. S'il n'est pas encore dans cette table, il le crée. Alors je suis en train de créer des enregistrements dans deux tables à la fois. Et c'est possible parce que j'ai activé cette option. Dans les deux relations, cette option permettre la création de fichiers d'enregistrement. Ça, j'aime bien avec FileMaker. Je peux alors créer des enregistrements dans plusieurs tables à la fois. Il ne crée pas de nouveau. Non. Si le tag existe déjà, j'avais déjà des femmes blondes dans ma base de données, alors il utilise le tag existant blonde et il va juste créer l'enregistrement dans la table. C'est aussi une petite astuce peut-être. Saviez-vous que... Et encore mieux, dans la ligne 78, valider enregistrement requête, j'ai créé les différentes lignes et seulement à la fin, je dis OK, valider. C'est transactionnel. C'est tout ou rien. S'il est interrompu au milieu, je n'arrive pas avec une liste à moitié, non, c'est tout ou rien. Ça, c'est l'avantage de création de fiches dans un portail. D'accord? Ok, voilà. Comme ça que je l'ai fait. Vous pouvez trouver cet exemple. Vous pouvez trouver une vidéo sur notre chaîne YouTube, Clickworks. C'est en anglais, désolé, mais si vous voulez, vous pouvez revoir cette présentation. Et vous pouvez télécharger les fichiers soit de la site du FMConf ou directement de notre site web. Nous avons un blog sur notre site web et vous pouvez alors télécharger le fichier démo directement. Pour terminer, j'ai encore quelques minutes parce que j'ai commencé en retard. Je peux? Oui, merci. Alors, comment entraîner un nouveau modèle, hein? Comment créer son propre robot bébé?
J'ai un petit vidéo pour illustrer ça. Ready. What would you say if I told you there is an app on the market? We're past that part. Just demo it. Okay. Let's start with a hot dog. Oh shit! Yeah, it works! Oh, motherfuck! Huzzah! Jin Yang, my beautiful little Asiatic friend, I'm going to buy you the palapa of your life. We will have 12 posts, braided palm leaves. You'll never feel exposed again. I'm gonna be rich. Fuck you, Guilfoyle. Do pizza. Let's do pizza. Yeah. Okay. Pizza. Not a hot dog. What the fuck? Eh? That's it. It only does hot dogs. No, and a not hot dog. C'est exactement comme le processus fonctionne pour entraîner un nouveau robot. Je vais vous montrer. Alors, sur le site de Clarify, si vous avez créé un compte, vous pouvez créer plusieurs applications. J'ai ici créé un petit robot Hotdog. Et ils ont un explorateur sur leur site web. Alors voilà, c'est mon petit robot bébé. J'ai créé un concept là à gauche, un concept Hotdog. Et j'ai essayé de lui apprendre qu'est-ce que c'est un Hotdog. Okay? Alors dans sa vie, il n'a vu que 4 images de Hotdog différentes. Okay? Qu'est-ce qui se passe si je fournis maintenant une 5e image et je lui demande est-ce que c'est un Hotdog ou pas. D'accord? Vous êtes avec moi? Alors si... Si vous vous demandez ce que nous faisons chez nous, chez Clickworks, c'est... Alors j'ai cherché des photos de hot dogs. Hein. Alors voilà, ici j'ai un nouveau. Je vais glisser dessus. Et alors je peux essayer de le tromper en lui donnant une image d'un pizza pour voir ce qui se passe. D'accord? Et là j'ai encore une image d'un cas spécial. Est-ce que c'est un hot dog ou pas? Je vais le demander à mon pro. Alors voilà, j'ai téléchargé les 3 images. Et ils apparaissent là. Alors le premier, ça c'est la prédiction, il est 100% sûr. Ça, c'est un hot dog. Alors seulement après avoir vu 4 hot dogs, il sait quand même que là, 100% sûr, j'ai un hot dog. Ok, le suivant, pizza. Not hot dog. Et puis le dernier, le cas spécial là. Ouais, il hésite quand même un petit peu. Vous voyez? Alors ça marche quand même très bien, même avec une série très limitée d'images. Alors vous pouvez facilement expérimenter vous-même. Demain, créer votre propre petit robot, montrez-lui certaines images et essayez. Ok? Pour revenir à l'exemple de l'agence de casting, j'avais entraîné un petit robot avec une 30aine d'images pour reconnaître certains concepts spécifiques parce que le modèle générique ne faisait pas un bon boulot avec des moustaches et avec des barbes. Et aussi avec des hommes, des femmes et la longueur des cheveux courts, cheveux longs. Alors j'ai essayé d'entraîner certains concepts. Et seulement, après 30 images, qu'est-ce qui se passe si j'envoie des nouveaux? Alors par exemple, ici j'ai une personne avec une barbe. J'ai une femme aux cheveux courts. Voilà, je vais essayer ces deux-là. Alors cet exemple-là, je l'ai entraîné. Moi, j'ai indiqué que c'est un homme, oui ou non. Vous voyez? Un peu comme dans Apple Photos, c'est que vous pouvez aussi entraîner. À chaque fois que je fais une modification, je clique sur Train et il apprend. Alors je donne des exemples positifs, des exemples négatifs. D'accord? Et seulement après 30 exemples, qu'est-ce qu'il fait maintenant avec la nouvelle image là? Voilà. 100% sûr, c'est un homme.
Il a une moustache, il a une barbe, il a des cheveux courts, c'est pas très clair sur cette image. Mais c'est certainement pas une femme, hein, certainement pas de lingerie, et certainement pas de cheveux. Seulement après 30 images. D'accord? Et puis la dernière. « 100% sûr qu'il y a des cheveux courts sur cette photo. C'est une femme, c'est certainement pas un homme, etc. Et comme ça, on peut entraîner, et il devient mieux. mieux. Oui, voilà. Ici, vous voyez le total nombre d'images que j'ai utilisées. Alors, je l'ai entraîné, hein, comme ça. Et après, j'ajoute des nouveaux. Okay? Et puis, je peux encore continuer à entraîner. Tout ce processus d'entraînage, vous pouvez aussi coder ça en FileMaker. Hein, parce que j'ai seulement montré les prédictions avec l'API, mais vous pouvez aussi entraîner à partir de FileMaker. Donc, si vous avez déjà une base de données existante avec des images, vous pouvez les télécharger toutes et entraîner. Okay? Pour terminer, intelligence artificielle aujourd'hui, ça devient le topic le plus discuté aujourd'hui. SCB Insight, un graphe des topics les plus utilisés. Mais c'est relativement récent, l'année passée hein, et cette année. Alors c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas encore parfait, mais qui ne va plus disparaître non plus, je crois. D'accord? Et qui va transformer la façon que nous allons développer nos solutions. Autres exemples, c'est la reconnaissance vocale, hein, Siri, Alexa, Cortana, l'analyse de texte. Il y a déjà des robots pour filtrer le contenu négatif de certains forums, qui peuvent lire un texte et voir si le message est positif ou négatif. La traduction, les conversations, les chatbots. Demain, il y a la session de Salvatore, il est dans la salle, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, c'est un peu une coïncidence, mais il va aussi expliquer les API, il va donner quelques exemples d'autres systèmes intelligents, je crois. Et puis, le langage corporel, il paraît qu'on peut entraîner un robot pour lire le langage corporel, il fait un meilleur boulot que les êtres humains. Alors, très récent, j'ai lu un article il y a 2 semaines, 5 octobre, qu'il y a une agence de soins médicaux chez nous en Belgique qui vont utiliser une intelligence artificielle pour assister certains téléphonistes quand ils parlent avec des personnes âgées. Et ce système va détecter dans les hésitations de leur voix si des personnes sont extrêmement extrêmement isolées, seules. Et on va essayer de les aider, de les visiter, etc. Alors, ils vont détecter le problème de solitude chez les personnes âgées en faisant de la reconnaissance de leur voix. Dans cet article, quel organisme ça? Oui, l'organisme, oui, c'est le OCMB, oui, je ne sais pas traduire, mais c'est... CPNS? C'est la CPNS. Ils ont des téléphonistes hein, qui sont en contact. Et alors, il y a un ordinateur qui va aussi suivre la conversion avec et donner certaines indications s'il y a un problème de solitude. OK? Avec les API et avec JSON et curl, FileMaker s'intègre à cet univers de API. Il y en a 18 000 aujourd'hui, maintenant. Ceci, c'est une image de l'écran du site web de Zapier, où vous pouvez intégrer différentes API. C'est très facile. Vous choisissez par exemple Dropbox, vous choisissez FileMaker, vous pouvez faire un lien entre Dropbox et FileMaker de façon interactive. Okay? Si vous pensez aussi que l'intelligence artificielle ne peut pas être créative, bah, tout récemment j'ai trouvé un exemple. Ceci, c'est un robot qui a composé un nouveau morceau, une nouvelle chanson dans le style des Beatles. Alors, il a entendu 40 chansons des Beatles, et c'est ça ce qu'il a composé lui-même, avec un peu d'assistance de Benoît Carré, apparemment. Qui aime les Beatles? Alors ça, c'est la créativité de l'intelligence artificielle. Et avec ceci, je voudrais terminer ma présentation. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Oh non, Tanguy. Oui. Merci, Joris. t'en Le tag que tu reçois, il va avoir le même ID, peu importe la langue. Il va avoir le même ID, exactement. Ok. Exactement. Et je récupère ces clés uniques. Alors, chaque mot-clé reçoit un ID de Clarify et je les récupère. Comme ça, Ouais, mais n'importe quelle langue, je peux toujours utiliser le même mot-clé dans, oui, c'est multilingue. Ok. Autre question? Oui. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Tanguy. Le mot-clé, il est toujours au singulier, par exemple. Ou il peut te dire un ballon, des ballons au pluriel. Oui, bonne question. Ce sont des mots-clés. Oui, c'est au singulier alors. Toujours. Oui. Mais il va parfois dire qu'il voit un groupe ou une personne sur une photo. Mais c'est pas une description, c'est pas en langue naturelle. Et je crois que Salvatore demain, il va montrer quelque chose en langue naturelle, une vraie description de la photo. Oui, oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous fait découvrir tout l'univers de l'intelligence artificielle. C'est formidable pour nous que FileMaker, grâce aux API, s'ouvre là-dessus maintenant. Mais je pense qu'en tant que développeur, ça appelle de notre part une réflexion de fond et un conseil vis-à-vis de nos clients, de nos utilisateurs. Oui. Pour les gens, enfin pour les utilisateurs, l'informatique, c'est quelque chose de très magique. Quand on a fait rentrer la micro-informatique dans les PME, ils trouvaient que c'était magique. On appuyait sur un bouton, ça calculait une facture, avant ils la faisaient à la main, c'était magique. Bon, maintenant ça l'est plus, c'est devenu normal pour les gens. Et là, on va leur montrer l'intelligence artificielle, et il y a un aspect magique. On a l'impression, enfin la machine, elle pense, elle devine comme nous. Il faut qu'on mette en garde nos utilisateurs sur cet aspect-là. Oui. Quand ils sont passés de l'utilisation du papier à l'informatique qu'on a développé nous, on était sur un modèle d'informatique qui était purement logique et strict. C'est-à-dire que, hormis les bugs qu'on peut faire nous-mêmes dans notre programmation, actuellement l'ordinateur ne se trompe jamais. Il est fiable. Quand on lui met une condition, si 2 est supérieur à 1, il ne se trompe jamais. Non. Et donc nos utilisateurs se sont habitués avec l'informatique, ils disent, des fois on leur dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Oui. Ah ben je sais pas, c'est l'ordinateur qui a fait, et l'ordinateur ne se trompe jamais. Donc Non, voilà, c'est un commentaire très forcément valide. vrai. J'ai bien choisi mes exemples pour Voilà. cette présentation, Et, parce alors, qu'il y a pas mal d'images qui retournent des résultats. Alors, Donc, tout dépend aussi de la qualité de l'image. Et les alors, images en mauvaise qualité sont beaucoup moins... Ce qui va se passer avec nos utilisateurs quand on va leur montrer ça, puis on va le faire avec FileMaker 16, on va leur montrer, ils vont être hyper Ça séduits. devient C'est-à-dire, notre responsabilité. il va faire le boulot à notre place. Il faut rappeler aux gens que l'intelligence artificielle, c'est un modèle probabiliste, donc qui s'améliore avec l'usage, mais ça reste une probabilité. Or, aujourd'hui, les ordinateurs, via les algorithmes, prennent des décisions qui impactent la vie des gens. On va leur octroyer un traitement médical ou pas. On va leur octroyer un crédit ou une autorisation ou pas. Et ça amène à un sujet intéressant qui va nous impacter l'année prochaine, c'est le règlement général sur la protection des données qui entre en vigueur en Europe. On devra être en mesure de pouvoir justifier à l'utilisateur une décision qui a été prise. Et là, ça soulève la question de la responsabilité, c'est-à-dire si je dis par exemple, un utilisateur, on a défini que c'était un homme, mais l'intelligence artificielle s'est trompée, on lui a refusé quelque chose. Il faut bien rappeler aux utilisateurs qui sera responsable de la décision. C'est pas l'intelligence artificielle qui pourra être responsable à leur place. Et ça, faut qu'on le leur rappelle parce qu'on a trop souvent entendu « Oh bah l'ordinateur a fait, moi je suis pas responsable ». D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est une question de statistique aussi. Et si les réponses des ordinateurs ont un taux d'être correct plus élevé que les êtres humains, moi, je préfère les ordinateurs. Pour certains trucs, bien sûr. Mais c'est une question de responsabilité. C'est la même chose avec les voitures autonomes. Est-ce qu'on va les fier, oui ou non? Mais bon, les Tesla, dans les, combien? 200 milliards de kilomètres que les Tesla ont déjà parcouru sur les chemins, il y a seulement un ou deux accidents. Mais bon, ce sont des 2 accidents qui viennent dans la presse, mais c'est beaucoup mieux qu'un chauffeur humain derrière le volant. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est une discussion. Et il faut expliquer à nos clients aussi, si on intègre ça, que c'est une probabilité, que c'est pas la vérité, et c'est pas, surtout pas. Je suis tout à fait d'accord.
Autre question? Je suis quand même impressionné par la discussion là, qui vient d'avoir lieu. Mais là, quand tu as montré 4 photos de hot dog, Oui. Est-ce qu'il s'appuie uniquement, exclusivement sur les 4 photos ou sur toute sa base qu'il a, toutes Les ses quatre photos. connaissances? Il ne peut pas savoir ce que c'est un hot dog. Je peux inventer n'importe quoi. Et pour- Il ne peut pas savoir ce que c'est un hot dog. Mais oui, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas exactement. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce que j'ai entraîné dans mon vie. C'est impressionnant. Hein, Oui. Autre question? Oui. J'ai une question plus généraliste, moi, sur JSON. Bon, la syntaxe de JSON obéit à un schéma, j'imagine, qui doit être déposé quelque part, mais est-ce que c'est un langage qui va être amené aussi à être normalisé métier? Je vais prendre un exemple. Si demain j'interroge deux intelligences artificielles pour une reconnaissance faciale, est-ce que les tags qui vont être envoyés seront les mêmes? Deux engins différents. Oui, les mots-clés. Parce que j'interroge une API reconnaissance faciale, Oui. est-ce qu'on a une chance de normalisation de ça? Je peux multiplier les exemples. Hein. Si demain j'interroge une base de données d'organismes de formation, en leur demandant de renvoyer une information, un fichier JSON de description d'une formation, est-ce que si j'interroge deux organismes de formation, ils vont me donner le même schéma? Autrement dit, est-ce que je vais pouvoir faire un seul traitement pour deux fichiers JSON qui interrogent a priori le même type de serveur de données? Si j'ai bien compris la question, vous parlez de deux engins de reconnaissance d'images différents. Par exemple, Par exemple, globalement, si tu veux, la question c'est est-ce qu'il va y avoir du schéma métier dans JSON? Est-ce que ça existe? En XML, ça existe. C'est un des gros avantages de XML, c'est qu'on a réussi à faire des normalisations métiers. Est-ce qu'on va en avoir en JSON? Est-ce qu'il y a un schéma centralisé, Il y a un schéma syntaxique, évidemment. normalisé, Mais qui est utilisé des en schémas, commun des schémas métiers. entre plusieurs engins? Schéma métier. Si demain j'interroge une bibliothèque, Oui. je reçois un fichier JSON qui va me décrire un bouquin avec des mots-clés. Et si j'interroge une autre bibliothèque, je vais recevoir un fichier JSON qui va décrire des bouquins avec des mots-clés. Est-ce que ces mots-clés, est-ce que j'ai une chance que ce soit les mêmes? Ou est-ce que je dois faire un traitement différent de JSON get élément pour récupérer des informations qui, au final, sont les mêmes descriptifs? Pour l'instant, non. Il y a des sites qui permettent de comparer les résultats de Microsoft, par exemple, avec les résultats de Clarify. Il y a plusieurs engins. Il y a des sites, je peux vous montrer après si vous voulez, je les ai trouvés. Vous pouvez comparer les résultats de différentes engins. Pour le moment, il n'y a pas encore de standard, mais ça va probablement évaluer. C'est dans les tuyaux, c'est pas dans les tuyaux, parce que pour moi, c'est un frein. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de standard métier dans JSON, on peut dire ce qu'on veut du truc, mais c'est un Bon, frein. c'est tout nouveau, ouais, c'est... Eric, pardon, je suis en haut, excusez-moi, je suis juste là. Ça existe déjà, Open Archive Initiative, OAI. C'était un format standard, c'était une grammaire commune à toutes les bibliothèques pour échanger des informations sur les bouquins, par exemple. Donc il y a toutes les bibliothèques du monde ont des réservoirs maintenant qui sont des API de l'époque, on va dire, et qui répondent, quand on recherche un bouquin sur un réservoir à l'autre bout du monde, avec le titre, l'auteur, le copyright, etc., le type de document, etc. C'est normalisé. Ça a beau être de l'XML, avec l'XML on peut faire ce qu'on veut comme avec JSON, c'est normalisé. On peut imaginer qu'effectivement qu'avec JSON, des réservoirs, donc des API qui fournissent des informations de type sous forme texte, JSON, chacun peut écrire ce qu'il veut, mais on peut imaginer qu'il y a des initiatives collaboratives dans un métier particulier pour dire, eh ben nous, on va tous répondre de la même façon pour que ça soit plus facile pour les gens qui parsent nos infos. Et oui, c'est le cas aussi déjà en JSON. Ouais, ça existe déjà. Il y a quelque chose qui s'appelle schema.org. Schema.org. Et voilà, c'est une liste de formats JSON prédéfinis pour des livres, pour des personnes. Et voilà, libre aux gens qui créent des API d'utiliser ce standard-là. J'ai juste. Okay. Je peux revenir. Encore la dernière question? Oui, c'est à nouveau pour le hot dog. Je suis désolé, mais je voyais en bas à droite, pour le hot dog, je voyais en bas à droite moutarde, ketchup, pain. Ça, c'est toi qui as rentré ces mots? Ça, c'était le modèle standard, le food model que j'avais montré tout à l'heure. Ah, donc il y avait quand même un background connu de la part du site concernant le hot dog, enfin au moins concernant les ingrédients Non, qui c'est sont le dans modèle hot dog. standard, mais c'est vrai, j'hésite un petit. Je dois dire, je suis pas le spécialiste sur l'intelligence artificielle, mais chaque appli qu'on crée chez Clarify,
doit être basé sur un modèle préexistant. Alors c'est la question combien de connaissances il utilise déjà, qu'il a, pour reconnaître des nouveaux concepts que vous présentez. En fait, je ne le sais pas. Mais c'est vrai, j'ai montré tout à l'heure, c'était le modèle standard qui a reconnu en effet la moutarde sur la photo. C'était le modèle. Merci. Ok, merci beaucoup. On va arrêter ici. Merci.